Iniziamo i lavori dopo la piacevolissima cena di ieri sera sul magnifico terrazzo dell'ambasciata e ringraziamo l'ambasciatore Massé al quale passo la parola per una parola di... Je passe la parole pour un mot de bienvenue. Je vous invite à prendre place et nous allons commencer. Merci. Je te passe la parole. Merci. Buongiorno, benvenuti. Bonjour à tous et bienvenue au Palais Farnèse. Je vous invite à prendre place. Si vous n'avez pas encore trouvé une chaise, voilà encore quelqu'un qui arrive. Nous allons peut-être patienter quelques instants. Bienvenue. Bienvenue au Palais Farnèse, dans ce salon d'Hercule. Et c'était la grande salle, le grand salon, et qui s'appelle maintenant Salon d'Hercule, depuis que les Bourbons, les rois de Naples, qui étaient propriétaires de ce palais, ont voulu exposer cette copie au début du 19e siècle, dans ce salon. En fait, c'est la copie d'une statue qui avait été découverte au 16e siècle dans les thermes de Caracal et qui était située dans la cour du palais au départ, et ensuite elle avait été transportée à Naples au 18e siècle, et d'ailleurs vous pouvez la voir dans le musée archéologique national de Naples. Alors tout le monde a pris sa place, je vais commencer. Puisque nous avons la traduction, je vais m'exprimer en français. Saluer Monsieur le député européen, donc Sandro Gozzi, Monsieur l'ambassadeur Gian Domenico Magliano, tous les présidents, directeurs généraux, responsables d'entreprises ici rassemblés, bien entendu aussi notre ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales, Frédéric Kaplan, et pour Capice Nuit qui vous a assisté donc dans l'organisation du service économique régional, dans l'organisation de ce colloque. Mais je voudrais tout vraiment remercier à nouveau Fabrizio Romano et Olivier Mellerio, qui ont été les promoteurs de ce forum franco-italien des entreprises qui en est maintenant à sa 5e édition, parce que vous avez mené un travail tout à fait remarquable. Et ce que je constate, c'est que ce forum est devenu un jalon du calendrier des entreprises entre la France et l'Italie, un moment de réflexion et de respiration sur les grandes tendances et les grands mouvements en cours, et que ce forum a grandi. Il était au départ davantage orienté vers les entreprises familiales, et petit à petit, il s'est diversifié pour englober toutes les entreprises, mais répondant ainsi à un besoin. Et ce qui veut dire qu'il a trouvé toute sa place, et la qualité, le nombre et la qualité de l'assistance aujourd'hui dans cette auguste salle le démontre amplement. Or, cette 5e édition du Forum franco-italien des entreprises vient à un moment très particulier. Et donc c'est une édition très spéciale, parce qu'elle se trouve en fait à l'intersection, au carrefour de 3 mouvements. Le premier mouvement, c'est celui de l'intégration européenne, qui est en marche, qui est un mouvement très profond, très profond. Il a été renforcé, c'est un mouvement qui ne date pas d'hier évidemment, mais il a été renforcé par la pandémie, qui a fait redécouvrir aux Européens leur interdépendance et qui s'est manifestée de façon positive par la réponse sanitaire elle-même, on le sait, la mutualisation des vaccins, etc., mais aussi, bien sûr, par Next Generation EU, qui a fait toute la différence et qui est né d'une initiative entre l'Italie, prise au départ par l'Italie et par la France. Mais on voit que
durant ces 6 mois, puisque nous avons hier, comme vous le savez, dit au revoir à la présidence française tournante du Conseil de l'Union européenne, et qu'on s'aperçoit qu'entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, eh bien, l'Europe, nous avons aussi changé, grandi. Et que donc ce mouvement d'intégration s'est accéléré. Et de ce point de vue-là, il y a eu un moment très fort qui a été le sommet de Versailles, les 10 et 11 mars, qui a parlé, bien sûr, d'investissement dans la défense, parce qu'il y a un réveil de l'esprit de défense en Europe, qui a parlé d'indépendance énergétique, de renforcement de la base technologique et économique de l'Europe, qui a parlé d'investissement et qui a parlé aussi de nouveaux instruments, enfin de comment faire pour combattre. Et ça, c'est un élément tout à fait important. Et il y a 2 versants dans cette intégration qui s'est accélérée pendant ces 6 mois, et c'est un travail d'équipe. Il y a le versant politique, avec ces notions, par exemple, d'autonomie stratégique ou d'indépendance technologique. Et puis, il y a un versant économique profond qui fait que nous avons une fragmentation de la globalisation. La globalisation reste, mais elle est plus fragmentée. Et que dans ce contexte de fragmentation de la globalisation, eh bien, le voisinage, être voisin, redevient un facteur de force. Et ceci, naturellement, a une grande portée sur le franco-italien. Deuxième mouvement, c'est le traité du Quirinal, traité historique, signé, je vous le rappelle, le 26 novembre dernier. Les ratifications sont en cours, largement largement faites du côté italien, qui doivent encore l'être du côté français, parce que nous avons eu les élections que vous connaissez. Mais tout cela donc va se faire très vite, et surtout les acteurs économiques et les ministres, les acteurs politiques, n'ont pas attendu. Je pense par exemple à l'accélérateur entre la Caisse des dépôts et des prêts et la Banque publique d'investissement, donc ce qui est un puissant moyen de créer, de fabriquer des projets communs. Mais je pense aussi à tout ce que nos ministres sont en train de mettre en place, malgré les élections que nous avons eues en France, parce que le dialogue a été constant, en fait, et ceci dans le domaine des projets européens d'intérêt, des projets importants d'intérêt commun européen. La IPCEI, un certain nombre d'entreprises ici sont directement concernées et acteurs de cette affaire, qu'il s'agisse aussi de l'énergie, qu'il s'agisse de l'espace ou de l'armement. L'espace et l'armement étant 2 secteurs extrêmement structurants pour notre relation. Et tout cela est enveloppé par les coopérations qui sont en train de s'accélérer dans le domaine entre les organismes de recherche et les universités. Et pour tout cela, il y a des mécanismes de consultation politique qui vont donner les signaux qui seront à l'œuvre donc dans les mois qui viennent. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en justement en regardant et plus profondément toujours l'aspect, tout ça correspond aussi à un mouvement de fond, comme un mouvement de fond qui est que si je regarde le commerce, vous aviez en 2021 85 milliards d'euros de volume d'échange dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'en 2021, on était au-dessus de 2019. Au-dessus de 2019, alors que nos PIB n'avaient pas encore atteint le niveau de 2019. Et quand on regarde les premiers mois donc de 2022, on voit qu'on va aller au-delà. Au-delà, ça sera donc une année record pour notre commerce extérieur. Et quand on regarde les chapitres, les différents chapitres, ce sont très largement les mêmes. Ça veut dire que ce sont des échanges, si vous voulez, ça veut dire que tout ça sont les manifestations d'une intégration progressive de nos économies. Parce que c'est la granularité de la capillarité. C'est-à-dire qu'il y a une interconnexion très forte de nos économies et qui s'approfondit. Le deuxième, ce sont
les investissements croisés. Et notamment, ce qui est très intéressant, ce sont les investissements italiens vers la France, qui connaissent une année record. Et vous aurez le 11 juillet un grand événement à Versailles, c'est l'événement annuel qui est à l'invitation du président de la République, qui s'appelle Choose France, avec des investisseurs, de grands investisseurs du monde entier. Et là, nous aurons plus de 10, je ne sais pas si c'est 11 ou 12 investisseurs italiens, et c'est un record. Et la France est de loin, de très loin, le premier pays de destination des investissements italiens, et en particulier dans la recherche. Donc, ce qui est le sujet de votre édition. Et puis, naturellement, nous avons les entreprises conjointes, les entreprises que nous avons en commun, celles qui existent depuis un certain temps. Je pense à ST Microelectronics qui est ici et qui fait beaucoup d'investissements en ce moment et qui est au cœur, naturellement, des transformations que nous avons, et bien sûr jusqu'à Stellantis. Mais c'est-à-dire que et tout ceci, donc, ça montre qu'il y a une intégration en cours, plus poussée, donc entre la France et l'Italie, et que ça se fait beaucoup autour de la préparation de l'avenir, c'est-à-dire précisément de votre thème de la recherche, avec des opportunités qui naissent du PNR. Troisième mouvement, que j'hésite à qualifier de conjoncturel, mais c'est le choc que nous avons en ce moment et que nous avons devant nous. Un choc de l'offre, c'est-à-dire que d'abord, c'est un choc, il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas l'offre nécessaire par rapport à la demande. Le choc du pouvoir d'achat, alors là, on est en plein dedans. Et puis, on va avoir le choc du coût de l'investissement, qui va être aussi un élément, bien sûr, important. Ce qui vous savez ça beaucoup mieux que moi, mais conduire tous les acteurs économiques, toutes les entreprises, à rechercher les investissements, les formules les plus résilientes, les plus performantes, les plus efficaces. Et ça veut dire des partenariats. Parce que ça veut dire toujours, par rapport à ce que j'ai ce contexte, c'est quelle est la dimension critique. Et la dimension critique, elle est toujours et de plus en plus européenne. Et on voit bien que dans cette dimension critique, il y a un cœur franco-italien qui apparaît de plus en plus évident. Parce qu'au total, et cette édition aussi, et je conclurai par cela, est très importante dans la mesure où, avec le PNR, avec ce mouvement puissant d'intégration, mais qui est un mouvement très puissant et qui vient de loin, donc il y a beaucoup d'opportunités. Et que c'est maintenant qu'il faut les prendre parce que nous avons deux pays qui sont en phase sur le plan économique, en phase sur le plan politique. Et donc, dans l'année qui vient, donc c'est un moment d'opportunité par rapport à une situation qui, on le sait, va être plus difficile pour toutes les raisons que j'ai dites. Donc voilà, c'est pour ça que toutes les discussions que vous pourrez avoir, les réflexions, mais aussi les échanges dans le networking, donc seront extrêmement profitables et seront une partie, justement, de la solution pour sortir plus fort donc dans l'année qui vient. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur, cher Christian, pour cette analyse très intéressante, ponctuelle et qui lance justement notre débat et qui a repris le cadre de notre forum. Et j'invite maintenant, j'invite Monsieur Andrea Munari, président de BNP Paribas, à me rejoindre au podium pour une allocution d'ouverture. Je vous en prie, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Et merci de m'avoir donné cette possibilité de prendre la parole devant vous. L'ambassadeur Massé a déjà évoqué un très grand nombre de choses qui se passent de nos jours. Pour ma part, je me limiterai très rapidement à brosser un tableau de la façon dont la banque envisage l'évolution de ce contexte, en Italie surtout et en Europe, bien sûr. Et j'avoue qu'après l'effondrement soudain du PIB italien en 2020 et dans tous les pays européens d'ailleurs, ce qui nous a le plus frappé
et surtout les banques en premier lieu. Et c'était le rebondissement très poussé de l'économie italienne en 2021. Malgré un contexte d'incertitude très profonde, la reprise a eu lieu et elle s'est avérée très solide. L'incertitude actuelle est le fruit des difficultés qui marquent ce scénario et de la persistance de facteurs extérieurs que nous ne pouvons pas maîtriser très objectivement. Nous vivons donc dans un monde, pour ceux qui ont fait de la statistique, qui n'est pas ergotique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle. Et là, nous sommes confrontés à un monde tout à fait différent. Alors, ce qui se passera par la suite, eh bien, pour revenir à la normale, cela prendra beaucoup plus de temps. Il faut s'habituer à l'incertitude. Il y a des difficultés géopolitiques, une flambée des prix peut-être inattendue, car jusqu'à novembre ou décembre, la BCE n'avait pas prévu ce type de montée en puissance des prix, ce qui s'est par ailleurs produit et nous savons pourquoi. Il y a aussi des goulets d'étranglement du côté de l'offre qui est destinée à se poursuivre. L'offre et la demande ne trouvent pas leur équilibre. C'est à cela que nous assistons, du moins d'après nos clients. Eh bien, ils nous signalent que l'on assiste à l'effondrement du prix de beaucoup de matières premières, par exemple l'acier, entre autres, qui baisse soudain, alors qu'il y a plus d'offres de semi-conducteurs. Petit à petit, le fret maritime commence à baisser. Hélas, ce qui se passe, c'est que ce ne sera pas une descente douce, si vous voulez, progressive. Ce sera plutôt une baisse et des soubresauts constants. Alors, ce que nous envisageons, c'est que, en fin de compte, il faudra s'habituer à coexister dans l'incertitude. Accepter l'incertitude. Les entreprises, le système des entreprises italiennes, de ce point de vue, a fait preuve d'une grande capacité d'adaptation tout à fait inattendue et imprévue, peut-être plus rapide que les autres. Ce qui est dû peut-être à ce que tout le monde a considéré comme le talon d'Achille de l'économie italienne, c'est-à-dire la présence des petites et moyennes entreprises qui ont un degré de souplesse beaucoup plus élevé que les grandes entreprises. Et d'ailleurs, elles l'ont prouvé. J'avoue que par rapport à la crise de 2007-2011, en gros, à l'époque, les moyennes entreprises avaient payé le prix le plus élevé, ce qui a donné lieu à une force de création qui a fait ses preuves aujourd'hui. Et l'ambassadeur a évoqué les commerces, l'échange commercial franco-italien qui a dépassé l'année 2021, qui était déjà en soi une année record et qui est donc destinée à augmenter. Eh bien, l'exportation italienne par rapport à 2019, en 2021, ont dépassé les 500 milliards d'euros, c'est-à-dire plus 18% environ par rapport à une année qui avait déjà été très importante, 2019. L'aspect le plus intéressant est que en 2019, ce sont les dernières données, mais je pense que l'année 2020-2021 va le confirmer. Plus de 60% des exportations italiennes est fait par des entreprises avec moins de 250 employés. C'est-à-dire que la force, l'atout de notre pays est situé au niveau de ces entreprises et qui est dû à ce que nous avons fait au cours des 10 dernières années. Il y a eu une réorganisation, une remise en état des moyennes entreprises, pas des grandes entreprises, mais les entreprises de taille moyenne et petite, pour une série de raisons différentes, ont dû se réorganiser, se restructurer. Et cela ouvre la voie à des scénarios différents que je vais essayer d'esquisser très rapidement. Mais il y a une chose que je tiens à souligner pour mieux expliquer l'interdépendance entre la France et l'Italie. Et les entreprises avec maximum 9 employés, les toutes petites entreprises, exportent 2 fois plus que leurs équivalentes françaises. Alors, les entreprises avec maximum 50 employés exportent 2 fois et demi de plus que ce qu'exportent les
entreprises françaises équivalentes. À 70%, l'exportation française se base sur des entreprises qui comptent plus de 500 employés. Alors, s'il fallait mener une analyse plus détaillée, eh bien, on comprendrait que c'est là que réside la force des entreprises italiennes, dans ce segment, les entreprises de taille petite et moyenne. Et c'est là la vraie difficulté des entreprises italiennes à l'heure actuelle, car il est évident que cette époque, cette phase fait que la complémentarité entre nos deux pays peut avoir un sens, en ce sens que les petites entreprises peuvent s'efforcer de trouver chez les équivalents, les homologues français, des possibilités de croissance beaucoup plus importantes qu'elles n'en trouveraient ici, car le système bancaire reste pratiquement indifférent face aux petites entreprises, pour des raisons réglementaires aussi. C'est-à-dire que le système bancaire n'est pas le partenaire de ces entreprises. Et donc, de ce point de vue, il sera très important de voir comment le marché des capitaux s'oriente. Et je pense que, de ce point de vue, l'une des questions centrales concerne l'union du marché des capitaux, qui est fondamentale pour notre pays et, je pense, aussi pour la France. Comme vous voyez, au fil des années, le thème de l'union du marché des capitaux était considéré en Europe comme quelque chose d'anglo-saxon. C'est-à-dire que ça rendait service aux banques anglo-saxonnes et pas aux banques européennes. Eh bien, je pense aujourd'hui, étant donné l'abandon, la sortie du Royaume-Uni, eh bien, je pense que le moment est venu, par contre, pour faire en sorte que l'union du marché des capitaux voit le jour. Ce serait une belle façon de booster les entreprises qui auraient la possibilité de lancer des programmes beaucoup plus efficaces et performants. C'est du moins mon point de vue. Nous observons des changements très poussés dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Au cours des 40 dernières années, ces chaînes d'approvisionnement avaient permis de réduire les coûts de production et encourager aussi la spécialisation de la production. Eh bien, maintenant, tout cela est en danger. Je pense que l'un des effets sera la régionalisation des flux commerciaux qui sera beaucoup plus poussée. Le secrétaire Yellen a parlé de friendshoring, nearshoring. Tout cela pose des difficultés qui ne sont pas négligeables pour qu'on puisse le mettre en œuvre. Donc, facile à dire, difficile à faire. Voilà le défi que tous les acteurs économiques et surtout les États seront appelés à relever pour que cela ait lieu. Parce que, personnellement, de mon point de vue, nous sommes entrés dans un monde, dans un paradigme qui rappelle l'avant 1989, avec des risques géopolitiques beaucoup plus élevés. Il faudra s'habituer à des taux d'inflation beaucoup plus élevés et donc il faudra travailler beaucoup plus en tant qu'Européens et mettre de côté, si vous voulez, des jalousies, pour ainsi dire. C'est ce que je vois, du moins. Je constate une grande communauté d'idées, et d'ailleurs l'ambassadeur l'a rappelé, entre la France et l'Italie au niveau européen, aussi bien sur le plan politique que sur le plan culturel. Et je suis persuadée de ce point de vue que, y compris la culture, la possibilité de faire des choses ensemble est un booster très important pour l'économie. Il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours un peu de suspicion, si vous voulez, sur toutes les initiatives franco-italiennes. Eh bien, c'est cela qu'il faut mettre de côté, parce que je vous dis cela et j'en arrive à ma conclusion. Au final, les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, eh bien, ce sont les entreprises qui ont été favorables plus que d'autres à l'Union européenne. Je pourrais vous citer une anecdote. En 2018, lorsqu'il y a eu, hélas, un blip sur les relations franco-italiennes et entre l'Italie et l'Europe, eh bien, la communauté des opérateurs économiques, les entreprises italiennes avec qui je dialoguais régulièrement étaient toutes extraordinairement positives quant à l'intégration européenne et au processus d'intégration européen. Et elles le sont d'autant plus aujourd'hui. Et nous aussi, en tant qu'entreprise, établissement financier et bancaire, eh bien, nous sommes parmi les principaux promoteurs de cette intégration. Il faut vraiment insister auprès des politiques pour que l'on puisse mener à bien ce processus qui est absolument fondamental. Merci.
Avant de redonner la parole à notre conducteur, Monsieur Fabrizio Maria Romano, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Monsieur Pierret qui est avec nous et d'ailleurs nous lui sommes très reconnaissants d'avoir accepté notre invitation à venir au Palais Farnèse parce que Christian Pierret est l'un des grands ministres de l'industrie et c'est toujours une voix tout à fait influente dans le domaine économique en Italie, en France et en Europe. Donc c'est vraiment un privilège de l'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Je voudrais vous remercier encore pour nous accueillir dans ce magnifique palais qui, pour nous, est symbolique aussi du rôle que nos deux pays mènent dans le domaine artistique et culturel. Et il n'est pas sans intérêt, dans une réunion consacrée à l'économie, de souligner l'interdépendance des différents facteurs de notre coopération, de notre amitié, de notre efficacité en tant que pays européen. Je veux également remercier la participation également traditionnelle de M. Kaplan, sans qui Fabrizio Romano, qui est l'artisan exceptionnel et remarquable de notre réunion, n'aurait pas pu mener à bien toute cette belle organisation. Quelques mots d'introduction de la première table ronde qui est consacrée, l'ambassadeur l'évoquait, au traité du Quirinal et à la mise en œuvre de nos deux plans de relance, dont les chiffres par dizaines et dizaines de milliards impressionnent et par leur force et qui ont été convergents avec les efforts européens. Quelques traits rapides, notamment à partir de l'article 5 du traité du Quirinal, qui est vraiment une modification profonde des caractéristiques de nos relations. Nous sommes souvent considérés par d'autres pays européens, chacun les reconnaîtra ici, comme des pays méditerranéens qui ont quelques défauts par rapport aux pays sérieux, rigoureux de l'Europe du Nord. Nous avons néanmoins quelques qualités, elles viennent d'être soulignées, celle d'entreprises dynamiques. La dynamique exceptionnelle des petites entreprises italiennes doit être soulignée. Celle d'entreprises internationales. J'ai constaté lorsque j'étais ministre que partout où je me rendais pour l'industrie ou l'énergie ou les différentes responsabilités qui ont été les miennes dans le monde, j'avais toujours été précédé par mon collègue italien qui montrait ainsi un dynamisme remarquable au plan international. Et d'ailleurs, vos résultats à l'exportation qui ont été mentionnés tout à l'heure sont là pour le prouver. Alors, nous sommes ici, l'ambassadeur et le président Munari le soulignaient, pour favoriser des investissements réciproques, pour favoriser l'intérêt commun et pour nous insérer dans le nouveau mouvement européen qui, lui aussi, est en rupture avec la tradition de l'Union européenne, puisqu'il permet maintenant ce qui aurait été considéré comme sortir des rails autrefois, c'est-à-dire de faire plus qu'une compétition, qu'une concurrence correctement organisée. On va plus loin que de faire bien marcher la concurrence. On va jusqu'à envisager des convergences entre entreprises qui suivront naturellement aussi des convergences entre la volonté des États de se rapprocher, dont le Quirinal est le symbole remarquable. Nous sommes ici pour développer les start-up, nous sommes ici pour développer des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire des entreprises capables au plan international, sur leur créneau, de gagner dans la compétition mondiale. Remarquons également la force du nombre des ETI, entreprises intermédiaires. L'Italie dispose de plusieurs milliers d'entreprises intermédiaires, plus que la France, qui, elle, a plus d'entreprises mondiales d'importance globale. Mais la complémentarité entre petites entreprises, start-up, petites entreprises, entreprises intermédiaires est remarquable. Faisons-en une force
une force qui peut entraîner l'Union européenne. Et créons ainsi une alternative à la vision traditionnelle que nous devons dépasser. Je parle tout à fait en mon nom, mais qui me paraît nécessaire de dépasser, entre un moteur appelé, entre guillemets, franco-allemand et le reste de l'Europe. Ce n'est pas la bonne conception. La bonne conception, c'est que 3 ou 4 pays importants dans l'Union européenne peuvent être les leaders qui entraînent le reste de l'Union européenne. Et nous sommes ici pour ça, parce que nous avons confiance dans la créativité, l'innovation, la capacité de recherche et développement de nos entreprises. Et il faut que nous définissions ainsi, le traité du Quirinal nous y invite, des stratégies communes. Tout à l'heure, quelqu'un, je crois que c'était le président Munari, qui évoquait de réduire les incertitudes. Nous avons eu autrefois, je vais dire un gros mot, vous m'excuserez, nous avions autrefois une planification incitative en France que nous appelions réducteur d'incertitudes. Ça me paraît une bonne idée d'avoir des stratégies italo-françaises qui puissent réduire pour nos entreprises les incertitudes du futur et ainsi de nous donner les moyens, en approchant le futur avec de plus grande rigueur, de donner aux entreprises l'oxygène nécessaire pour se développer dans une croissance plus saine. Il faut donc rapprocher nos stratégies, réduire les incertitudes, intégrer notre démarche dans une perspective sociale, durable, le climat est là pour nous le rappeler, et digitale. Nous devons réaliser, et en Italie et en France, un saut qualitatif de compétitivité. Notre problème, c'est un lack of competitivity, c'est-à-dire un manque de compétitivité dû probablement à un manque d'investissement. L'investissement par rapport à notre produit intérieur brut, en pourcentage, en Italie et en France, est trop faible par rapport à d'autres pays membres de l'Union européenne. Ce pays en particulier se reconnaîtra aisément. Nous devons faire un progrès de compétitivité dans le domaine de la compétitivité prix et dans le domaine de la compétitivité de qualité et d'innovation. Et à cet égard, la deuxième table ronde, cher Fabrizio, nous dira beaucoup de choses sur les moyens de parvenir à cette meilleure compétitivité par l'innovation. Et puis, nous devons dépasser l'attitude européenne qui a consisté jusqu'à présent à ne pas vouloir considérer l'importance de la politique industrielle. Si vous relisez l'article 5 du traité du Quirinal, il est placé en première phrase sous les auspices de cette recherche de politique industrielle commune. Alors, ce ne sont pas des politiques contraignantes, ce sont des objectifs stratégiques à la fois raisonnables et très ambitieux. Raisonnables parce que la contrainte pour les Italiens et pour les Français est naturellement au niveau national un endettement trop élevé. Par rapport à notre produit intérieur brut, nous n'avons pas tous les moyens que nous voudrions pour développer l'incitation aux entreprises. Vous êtes à 170% d'endettement par rapport au produit intérieur brut. Nous avons dépassé les 110% il y a quelques semaines et donc nous devons être conscients que la raison vis-à-vis de l'endettement public est une contrainte énorme. Nous devons être également conscients que des coopérations entre nos deux pays peuvent produire des économies d'échelle. Que fait l'Italie toute seule ou que fait la France toute seule dans un monde où la Chine, les États-Unis et demain l'Inde seront nos principaux concurrents, sans oublier ce qui va advenir en Afrique quand elle aura 1,5 milliard d'habitants. Seuls, vous et nous, ne pouvons pas survivre. Seuls, sans l'Italie et une France, l'Italie forte et une France forte, l'Europe n'a pas d'avenir. Pour donner un avenir à ces projets dont parlait l'ambassadeur, d'intérêt commun européen,
il faut des convergences fortes, stratégiques, au niveau industriel français et italien. Et puis, enfin, il faut que, par la compétitivité basée sur l'innovation, je ne m'étends pas, c'est la deuxième table ronde, nous puissions parvenir aussi, cela vient d'être évoqué par M. Monari, à très juste titre, de créer un véritable marché des capitaux. Car si l'endettement public n'est plus une solution, loin de là, le financement privé des entreprises dont nous allons parler est une vraie question. Le financement des entreprises produit environ 470 milliards par an d'investissement en Europe, 470 milliards d'euros par an d'investissement en Europe. Il est fondé insuffisamment sur la vision à long terme que peuvent procurer le système d'assurance, par exemple, et la mobilisation des capitaux vers l'industrie, et il est fondé insuffisamment sur le financement de l'innovation et de la création du capital. Donc l'union des marchés de capitaux, ce n'est pas simplement une idée en l'air, c'est une nécessité pour financer ce dont nous allons parler les uns et les autres. Alors je voudrais terminer en mentionnant la présence autour de moi dans cette table ronde de M. Sandro Gozzi, qui est membre du Parlement européen, de M. Alberto Tabacchi, qui est le secrétaire général de la présidence de la République du Conseil des ministres du Plan national de relance, de M. Giorgio Modica, qui est le Chief Financial Officer de Euronext, la Banque européenne, et de M. Santo Borsellino, qui est le président du board de Generali Insurance Asset Management, di Assicurazioni Generali. Et je vais successivement leur donner la parole. Ils seront chacun assez sages pour nous permettre de tenir dans l'horaire que nous avions prévu. Et tout de suite, en soulignant combien son rôle peut être important au Parlement européen, et notamment de faire converger l'action bilatérale avec l'action européenne, avec tous ces plans européens qui se mettent en œuvre, notamment sur le facteur clé de notre développement qui est le digital, combien la santé également, le développement des mobilités nouvelles, le développement de nouveaux instruments de croissance dans l'industrie créative et innovante. Le bilatéral n'est pas opposé, mais au contraire est un renforcement de l'européen. Je donne donc la parole à M. Sandro Gozzi, onorevole membro del Parlamento europeo. Grazie a tutti, buongiorno. Prego. Volevo dire che lasciamo spazio alla tavola. Alors, nous laissons du temps à la table ronde, puis lors de la prochaine table ronde, je vais faire mon intervention pour vous expliquer les rapports et le travail que nous avons mené. Mais je tiens à poursuivre avec notre table ronde pour entrer vraiment dans le vif de notre débat. Je vous remercie. Son Excellence, bonjour à tout le monde. Je me sens tout à fait chez moi puisque, cher ministre, je suis italien, élu en France au Parlement européen, comme Christian Massé le sait très bien, comme Fabrizio Maria Romano le sait. Depuis le sommet de Lyon du 28 septembre 2017, j'ai travaillé pour le traité du Quirinal qui, comme vous le savez, a connu des anecdotes et des vicissitudes liées à la conjoncture économique italienne. Et en tant que personne qui s'est adonnée à la politique, parce que je n'ai pas toujours été un homme politique, en tant qu'homme politique en ce moment, j'espère que cette période-là ne revient pas. Et donc, c'est un message que je transmets aux entrepreneurs, mais aussi aux hommes politiques italiens. Nous espérons que les moments, la période obscure de 2018 ne se répète pas après ce que Christian Massé a dit, car il est évident que
tout ce que nous avons dit ce matin disparaîtrait d'un trait de crayon si on faisait ce bond en arrière. Je ne crois pas que cela va se passer grâce à la détermination par laquelle nous avons protégé, même quand on était une minorité dans ce pays, l'amitié franco-italienne. Et par là, je crois, nous avons donné la preuve des raisons d'avoir travaillé ensemble, d'avoir écrit, d'avoir rédigé ce traité qui est le deuxième de l'histoire de la France après le traité de l'Élysée qui a été révisé il y a quelques ans. Pour nous les Italiens, c'est la première fois que nous nouons d'une manière si intense dans une relation bilatérale avec notre pays. Donc ce n'est pas un traité quelconque, c'est un traité systémique, dirais-je, qui dessine des objectifs communs très importants et qui est le fils de son temps. Heureusement, car il est fils d'un temps où la souveraineté industrielle numérique, de la santé et de la compétitivité globale, ce sont des enjeux qui se jouent en Europe. Donc, c'est un traité bilatéral parfaitement européen, parfaitement synergique au niveau européen, aussi parce que grâce au président Macron qui par sa vision à la Sorbonne en 2017, a vraiment dessiné à Paris, il avait déjà mis sur le tapis les enjeux qui aujourd'hui sont au centre de notre débat et qui commencent aussi à devenir une réalité. Ça, je le dis à nos entrepreneurs. Et finalement, nous avons dépassé la naïveté qui a caractérisé les Européens dans les 20 dernières années. Par exemple, le mot réciprocité devient loi, finalement. Et donc, nous introduisons une taxe sur le carbone aux frontières externes de l'Union européenne, car il convient que vous soyez sur un pied d'égalité par rapport à vos concurrents non européens lorsque la transition écologique est mise en œuvre. Le président Sarkozy avait parlé pour la première fois de la taxe carbone qui devient une réalité pour la première fois à l'heure actuelle grâce au travail commun d'Italie et France sur des enjeux communs, même si sur ces enjeux, il y avait des divergences au départ. Donc, il y a sur le tapis des sujets, des priorités qui ont trait à une vision et qui deviennent une réalité politique concrète. Songez au travail que nous avons mené sur le secteur numérique, comme la transition écologique. Ce sont deux parties importantes du traité du Quirinal. Au niveau européen, nous avons introduit deux lois qui, je ne veux pas être rhétorique, vont vraiment marquer l'histoire, car la loi sur les services numériques, sur les marchés numériques et sur les services numériques, que la plupart d'entre vous, 90% d'entre vous connaissent, c'est un bon signal, parce que cela veut dire que derrière ce que je dis, il y a un vécu. Donc, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le secteur numérique, vous savez que ce sont vraiment de bons et de pas en avant historiques dans l'histoire du numérique. Pour ce qui est des services, du marché, de conditions de concurrence plus équitables. L'article 5 du traité du Quirinal, auquel le ministre faisait référence dans son introduction, devient essentiel et crucial aussi pour la manière dont ces innovations législatives et stratégiques européennes sont mises en œuvre. Et il n'est pas par hasard que, d'une part, nous avons indiqué dans la transition numérique et dans la transition écologique et numérique, d'ailleurs, la transformation de l'Europe. Et donc, je songe à Next Generation EU pour accompagner ce développement financier, économique, par de nouvelles réglementations sur le climat, sur l'énergie, mais aussi sur le secteur numérique. Mais tout cela sans un groupe de
pays et avec eux des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui puissent commencer à travailler d'une façon pragmatique sur des projets bilatéraux, cela ne va jamais s'avérer. Donc, on ne peut pas dire que le traité du Quirinal est inutile au moment où on construit l'Europe. Tout au contraire, c'est un instrument clé pour mettre en œuvre les objectifs communs européens. Et il est évident que ces objectifs communs, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, ne pourront jamais être achevés sans un groupe de pays qui prennent le leadership par des projets industriels, économiques concrets, en marquant un chemin dans l'intérêt de nos pays et dans l'intérêt de l'Europe aussi. Voilà ce que France et Italie doivent faire avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec les autres pays. L'Italie et la France doivent assumer le leadership de la mise en œuvre de projets industriels concrets majeurs dans les secteurs que je viens de mentionner, mais aussi dans d'autres secteurs mentionnés par Monsieur l'ambassadeur, comme par exemple la défense. Quel est le point le plus innovant et plus important dans cette stratégie qui me plaît beaucoup et qui plaît beaucoup aussi à mes collègues diplomates. Le fait qu'on dise il n'y aura jamais une défense européenne sans une industrie de la défense européenne, sans des grands projets européens communs. Et qui est-ce qui va mettre en œuvre ce projet? Voilà pourquoi il faut mettre en œuvre le traité du Quirinal. Voilà pourquoi ce travail au sein de ce forum des entreprises franco-italiens est essentiel. Une fois que nous avons établi notre volonté de travailler ensemble d'une façon bilatérale dans un esprit européen et que, deux, on s'est donné les instruments administratifs pour travailler ensemble, le forum économique qui va se réunir d'une façon régulière et le forum des entreprises, il faut qu'il y ait quelqu'un qui mène à bien ces projets. Et c'est vous qui devez le faire. Voilà pourquoi un forum comme celui-ci est clé, est crucial, car une fois que la volonté politique est là, une fois que le cadre économique est là, une fois qu'il y a les ressources économiques, car bien sûr il faut les ressources pour mettre en œuvre la partie économique et numérique du traité du Quirinal. À mon avis, on pouvait même songer que le plan de relance et le PNR, le micro n'est plus branché. Ah, le voilà. On pouvait songer. Voilà, maintenant ça va. En tout cas, nous avons des fonds à notre disposition. Le Fonds de la défense européenne, le nouveau programme de recherche, le nouveau programme de coopération transfrontalière. Et donc, je crois que le traité du Quirinal puisse vraiment pousser, encourager nos entreprises à... C'est mon micro qui fait comme ça. Pas moi. Non. Vous continuez. Non, non. Ça va? Le micro. Ça industriali comuni per sfruttare le risorse europee e i nuovi programmi europei. Donc, nous avons des ressources européennes communes pour exploiter ensemble nos programmes européens. Nos voisins font mieux que nous. Je crois que l'insistance, s'il y a... Bon, je suis là, évidemment, ça ne va pas vous étonner si j'ai dit du bien du président Macron. Ce n'est pas pour ce qui me concerne. Vous n'êtes pas obligé de partager mon point de vue. Mais s'il y a une grande réalisation qui c'est une réalité depuis 2017, c'est la French Tech et l'investissement et l'effort que la France a fait dans le domaine numérique, l'innovation. Allez voir Station F, à côté de Bercy. Et regardez aussi les données. Là, je crois que dans le domaine numérique,
regarder un peu ce qui a été fait en France et voir si et comment pour développer les startups, pour développer l'innovation, pour aider les gens entrepreneurs, pour suivre les gens entrepreneurs, pour faire fleurir des idées innovantes. Ce qui a été fait, je crois que c'est une bonne façon de les reprendre en Italie. Et peut-être que nos amis français peuvent, et j'en suis sûr, il y en a beaucoup, reprendre des histoires de succès industriels italiens. Ça sert à ça aussi, ces traités. Et le dernier point que je voudrais évoquer, ça doit servir aussi à éviter les malentendus. Parce que du moment où on apprend à travailler ensemble, je crois qu'on peut discuter et résoudre amont des problèmes qui, sinon, deviennent fâcheux, difficiles à gérer en aval. Jusqu'à maintenant, quelle était la différence? Grâce, je crois aussi, il y a une histoire, mais grâce aussi au traité de l'Élysée d'Aix-la-Chapelle. Quelle était la différence entre la relation une des différences, disons, entre la relation franco-allemande et la relation franco-italienne? Vous savez, en ayant aussi travaillé, en ayant une expérience au gouvernement italien, mais aussi au gouvernement français, je peux vous dire qu'ils ne vont pas toujours d'accord. Hein. Au contraire, les Français et les Allemands, ce n'est pas qu'ils vont toujours d'accord, mais ils ont, depuis 1963, un système qui est le traité de l'Élysée, qui les aide à travailler sur les divergences avant qu'elles deviennent publiques. Ce qu'on a fait en Italie, c'est qu'on n'avait pas ce système, et donc, en aval, sur les médias, on a traité des différends, on a traité des divergences, on n'a pas résolu des questions industrielles. J'espère que le traité du Quirinal nous aidera à travailler en amont. Il y a, pour moi, ce qui s'est passé avec l'Italie d'un côté et avec les chantiers de l'Atlantique de l'autre côté, ce sont deux grosses erreurs industrielles que les Français et les Italiens ont fait. À l'Italien, c'était une erreur italienne, chantier de l'Atlantique, c'était une erreur française. Moi, je suis sûr qu'au-delà des difficultés, etc., mais si on avait eu un système qui nous avait appris à travailler ensemble, à discuter ensemble en avant, à coopérer, peut-être on n'aurait pas eu ces problèmes. Et je suis sûr que les traités du Quirinal nous aidera à l'avenir à éviter aussi ces malentendus et à dépasser cette méfiance qui reste et qui est totalement compréhensible entre deux pays qui ont tellement d'histoires communes, des cultures communes et surtout des intérêts communs aujourd'hui et demain. Merci. Ça marche? Il marche Bon. Est-ce que mon micro marche? Oui. Merci beaucoup, monsieur le député, pour cette vibrante et convaincue intervention pro-européenne. Personnellement, je vous rejoins totalement dans l'esprit qui était le vôtre, évoquant la présidence de M. Macron dans ce domaine de l'innovation et du digital, que peut-être M. Alberto Tabacchi, dirigente generale e segretaria tecnica del PNR, Presidenza del Consiglio dei Ministri, va évoquer, puisque les investissements publics de notre plan de relance de nos plans de relance, Italie et France, sont les deux principaux pôles en matière d'investissement, mais puisque aussi ils sous-tendent, comme je l'évoquais dans mon introduction, que les investissements privés soient développés, mieux financés et appuyés, notamment dans le domaine de l'innovation, que vous avez abordé excellemment il y a un instant. Donc la parole est à M. Alberto Tabacchi. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Très bien.
Je vous remercie de cette invitation. Je remercie Fabrizio Romano, l'IREFI et le ministre de ses propos d'introduction. Pour des raisons de délai, je vais me concentrer suivant la requête qui a été faite sur le plan de relance italien et français. Niente, pure questo non funziona. Et la manière dont il se rallie au traité du Quirinal. Donc, de ce point de vue, la note de Fabrizio Romano, la note que Fabrizio Romano va expliquer dans le détail à l'occasion de la prochaine séance, de la prochaine table ronde, a fourni un cadre très utile pour retracer une matrice qui fait une comparaison entre le point et les articles majeurs du traité du Quirinal. Les articles du traité du Quirinal et les contenus principaux dans les plans de relance nationaux, on voit en effet un alignement entre les deux qui n'est pas le fruit du hasard, car cela reflète ce que Monsieur Sandro Gozzi vient de dire, à savoir la coopération bilatérale renforcée entre l'Italie et la France peut être un instrument compatible qui donne un sens aux politiques adoptées dans les enceintes européennes. Et le fait que l'article 11 du traité prévoit un programme concret de travail pour rendre la mise en œuvre du traité substantielle n'est pas le fruit du hasard. Dans sa première mise en œuvre, annexée au traité, il y a une référence explicite au plan de relance nationaux et au fait que ces plans de relance, dans le cadre de Next Generation EU, revêtent un intérêt majeur pour la résilience économique de l'Union européenne. Et des domaines spécifiques à développer sont dégagés en tant que forme de coordination des investissements franco-italiens. Ce sont des investissements qui sont repris, qui sont retenus dans les plans de relance nationaux respectifs, en retraçant les deux lignes directrices fondamentales du dispositif de la présidence européenne qui prévoit un objectif minimum de 20% pour les investissements numériques et 37% pour les investissements dans les secteurs de l'environnement et du climat. Par rapport à cet objectif, le plan de relance français mise beaucoup sur le versant sur le plan environnemental. Donc, l'objectif d'investissement, c'est 46% des ressources allouées, alors que pour le numérique, il y a 21% de ressources allouées. La situation est inversée en Italie, en effet, pour le climat. Les ressources allouées s'élèvent à 40-41%, alors que pour le numérique, les investissements s'élèvent à 26%. Et donc, on va même au-delà de ce qui est déclaré dans la matrice qui fait référence aux investissements liés au numérique, car il y a plusieurs composantes numériques dans les investissements concernant d'autres secteurs. Et je dois dire que les domaines sont tous présents d'une manière très claire dans les plans de relance nationaux. Les infrastructures cloud, en Italie, les investissements sont importants. Les investissements sur les batteries électriques, en Italie, cela se traduit dans la création d'une giga-usine. Et puis, il y a toute une partie concernant les entreprises pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique. Et cela est vrai surtout dans le domaine de la recherche
et de l'université, et donc la coopération entre la recherche et les applications industrielles liées à la recherche et au développement. Il sera très intéressant d'approfondir cet aspect dans la table ronde suivante, car les efforts déployés sont forts pour conjuguer la recherche aux applications industrielles. Et puis, il y a le secteur de l'énergie qui avait un intérêt particulier lors de la rédaction de ce plan et qui est d'autant plus important aujourd'hui. Et cela enrichi par le chapitre de Power EU. Une fois que les contenus de ce paquet ont été définis, on verra la manière de décliner ce chapitre. Il y a aussi d'autres objectifs, les semi-conducteurs, la connectivité, de volets qui sont adressés aussi dans notre plan italien. Et puis, vous avez un instrument fondamental, à savoir les IPCEI ou PIEC, les projets importants d'intérêt européen commun pour lesquels vous avez une allocation d'1,7 milliard d'euros. Je me rallie à la suggestion de M. Gozzi quand il a parlé des réformes adoptées dans les dernières années et dans les derniers mois par l'Union européenne et qui accompagnent nos choix d'investissement. Il ne faut pas négliger un aspect important qui est aussi une intégration utile à la matrice qui était proposée, à savoir le fait que les plans de relance nationaux, notamment le plan italien, est un plan d'investissement, mais il est aussi un plan de réforme. Et pour assurer la compétitivité, cet enjeu est crucial car il est issu des investissements du plan, mais aussi lié aux investissements futurs et il passe par le succès, par la réussite des réformes prévues. 64 réformes ont été prévues, comme vous le savez. L'aspect qui me paraît essentiel dans le cadre et par rapport à notre approche traditionnelle de réforme italienne, c'est que pour des réformes clés comme la réforme de la justice civile ou le système des contrats publics, le plan fixe des objectifs de résultats spécifiques par lesquels on va mesurer le bien fondé et la réussite des réformes. Les textes réglementaires qui ont été adoptés en Italie pour réformer le code des contrats publics, donc des appels d'offres, et le code de la justice, ont montré que le succès, la réussite ou l'échec des réformes passe toujours par un jugement politique, une évaluation politique. Donc, en cas de change ou de relève de la majorité, la tendance est à changer les réformes, les modifier ou les décliner d'une façon différente. À mon avis, il convient que les réformes futures soient mesurées par des objectifs de réduction, par exemple, du nombre de différends dans le secteur des procédures civiles. Ce sera la manière de voir si la réforme de la justice, par exemple, a été vraiment un succès et pour juger de la qualité des réformes. Et il en va de même des contrats publics, car l'un des objectifs consiste à réduire les délais de la publication de l'avis d'appel d'offres à l'adjudication pour couper aussi les délais de la partie exécutive. Ce sont donc des indicateurs pour mesurer le bien fondé et le succès des réformes qui sont mis sur le tapis à présent et qui vont constituer des éléments clés pour
réaliser les sections liées aux investissements prévus par nos plans. Permettez-moi de rajouter quelques informations concernant la phase à laquelle nous en sommes dans la mise en œuvre de nos plans. Vous avez vu que le 28 juin, la requête de paiement de la deuxième tranche a été envoyée aux institutions européennes par rapport à l'obtention de la deuxième tranche pour les objectifs du deuxième semestre de 2022. Dans la phase actuelle, et les agents et les opérateurs économiques assis dans cette salle le savent bien, dans laquelle les ressources du plan national n'ont pas encore été mises en œuvre d'une manière concrète, si ce n'est que pour une partie limitée qui concerne les mesures qui sont issues de mesures politiques préexistantes à partir de crédits d'impôts pour les restructurations immobilières et pour Transition 4.0, ainsi que pour un certain nombre de lignes d'investissement qui ont été absorbées par le plan, mais qui existaient auparavant, comme par exemple pour ce qui est des plans des chemins de fer. Ce n'est pas un secret, car notre auditoire le sait très bien. Cette phase va de cette échéance qui vient de se terminer jusqu'à la fin de 2023. Cette phase, c'est la phase cruciale pour passer de la phase de conception des mesures à la phase d'adjudication des contrats pour la réalisation des ouvrages. Donc, d'ici à 2023, il y a plus de 40 phases et piliers, délais clés, donc dates butoirs, qui vont concerner la réalisation de ces projets. Dans le secteur numérique, le travail a déjà été entamé, car plusieurs appels d'offres concernant la connectivité Internet ont déjà été passés et l'adjudication a déjà été faite pour Italia 5G, Italia 1 giga, les écoles connectées et la santé connectée. Donc, tous ces projets constituent des piliers pour lesquels les adjudications ont déjà été faites. Et puis, il y a le pôle stratégique national. C'est un projet pour lequel un partenariat public-privé a été entamé. Et dans ces jours-ci, la procédure se complétera. Il y a également d'autres projets qui attendent la répartition de ressources de la part des collectivités locales pour la partie concernant l'acquisition de services, du cloud, et ainsi de suite. Et à la fin de cette phase qui va se conclure entre juillet et septembre, la phase d'adjudication va partir et elle va passer par des accords cadres, y compris le plan École 4.0. J'espère de ne m'être trop attardé et je vous remercie de votre attention. Pour rendre ce forum plus interactif, nous passons maintenant la parole à Madame Francesca Puggioni, qui est le CEO de Roche Business Services, pour parler des aspects concrets concernant la mise en œuvre de la numérisation et la réforme numérique prévue par notre plan de relance national. Alors, je précise, je suis présidente pour l'Europe du Sud. Autrement, je risque d'empiéter sur des fonctions d'autrui. Donc, récemment, Madame Christelle vient d'être nommée à la place de Stéphane Archard. Donc, Orange occupe une place assez privilégiée, car il s'agit d'un groupe de grande taille qui a beaucoup investi dans le numérique
et qui est présent dans une multitude de pays du monde. Et dans les témoignages de ce matin de nos deux ministres, j'ai retrouvé des réalités tout à fait vraies, c'est-à-dire l'exigence d'être des catalyseurs d'innovation, de numérisation par le biais de la coopération. Orange Business Services aujourd'hui reconnaît des points communs très forts entre les marchés français et italiens, y compris espagnols, car nous avons constaté aussi des convergences avec les marchés espagnols. Et nous reconnaissons la valeur de l'échange d'expériences. D'ailleurs, nous présentons des solutions pour l'agriculture, l'espace. Nous travaillons avec l'Agence spatiale européenne. Et ces solutions peuvent être reproduites très facilement par les pays et présentent des éléments innovants que nous repérons dans le monde entier. Et ensuite, nous produisons nos solutions pour les mettre au service d'autres pays. De nos jours, l'investissement des deux plans de relance, Relance France et le PNRR italien, se sont donné des objectifs qui ont changé en termes de pourcentage, comme M. Tabaki l'a dit, mais il ne reste pas moins que nous avons des objectifs convergents, communs. Du point de vue global, parce que Orange est présent dans le monde entier, pas simplement en Europe, même si notre présence est très forte en Europe. Mais je pense qu'il y a un aspect très important. Il y a deux mots-clés pour définir ce forum et que j'aimerais vous proposer. Ce n'est pas tellement le mot politique qui souvent est mal interprété dans un contexte qui ne voit pas l'utilité de façon appropriée. Mais j'aimerais insister sur le mot gouvernance plutôt, parce que ces grands projets demande une gouvernance très solide, une forte capacité à élaborer des étapes permettant d'aboutir à la réalisation des objectifs communs qui sont très importants. Le deuxième mot, je ne sais même pas comment le traduire en italien, c'est le commitment, c'est-à-dire l'engagement, la prise d'engagement. Il faut vraiment être déterminé à réaliser ces projets parce que ce sont des valeurs tout à fait réelles. Nous le voyons tous les jours dans ce nouveau projet de confusion apporté par la numérisation. Eh bien, gouvernance et engagement nous permettent de profiter des avantages croisés entre la France et l'Italie. Et j'en arrive à ma conclusion. Je vous remercie. Merci Francesca pour cette intervention. Alors, je redonne la parole à nos intervenants. Christian. La parole est donc maintenant au Chief Financial Officer de Euronext, dont on sait l'importance dans le paysage du financement, notamment du financement des entreprises très innovantes. Et quand on a évoqué les uns et les autres tout à l'heure, la capacité de porter loin la concurrence, et notamment dans le domaine du digital, la recherche, l'orientation computer et digital sciences est essentielle à la bataille économique. Je dirais même que c'est par là que tout passe, n'est-ce pas? Notamment la capacité d'avoir des centres de calcul de haute capacité, d'avoir une transmission digitale de l'information. Et plusieurs orateurs, dont vous, monsieur, avez évoqué tout à l'heure l'importance de la formation à toutes ces matières et l'importance européenne d'élever le niveau de qualification. C'est le grand défi. Au fond, comme nous ne sommes pas très nombreux vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de l'Inde, nous devons avoir une force de travail, un labor force, qui soit le plus éduqué possible et le plus haut possible en termes de qualification. C'est un grand défi, peut-être pas assez pris en charge par les institutions européennes aujourd'hui, malgré de très belles réussites comme l'échange des étudiants, etc. Mais c'est un objectif central qui ne peut pas attendre. On dit que le climat ne peut pas attendre, c'est vrai, mais la formation, qualification, qui figure dans nos plans de relance à différents chapitres, hein, la formation-éducation est un impératif absolu. Toutes les entreprises manquent de main-d'œuvre qualifiée, toutes, sans exception, les toutes petites comme les très grandes. Et nous avons un appel d'air de formation qui est essentiel, notamment dans le digital. Alors,
pour montrer l'importance du financement que j'évoquais aussi au début, M. Giorgio Modica, qui est donc le directeur financier, pourrait peut-être évoquer, c'est une suggestion que je lui fais, du Tech Leader programme qui favorisera notamment l'insertion de la Borsa Italiana pour financer les entreprises qui passent de moyennes entreprises à entreprises intermédiaires et qui portent la bataille de la concurrence très loin en avant. Donc la parole est à M. Giorgio Modica. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord pour cette invitation. J'aimerais partager avec vous quelques expériences qui ne sont certes pas universelles, mais tout à fait personnelles et réelles. Je partage un très grand nombre des propos de mes prédécesseurs, mais je tiens à faire quelques réflexions de nature peut-être souple mais importante. Tout d'abord, et c'est un point que nous avons évoqué dans cette salle, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut créer des champions européens. Néanmoins, je pense que nous formons toujours une minorité parce que des étapes très importantes font défaut, des mesures très importantes, ce qui complique ce processus, car plusieurs restent européistes chez eux. Lorsqu'il s'agit par contre d'obtenir davantage de compétitivité en passant par la cohésion, eh bien le discours se complique. Et j'aimerais m'attarder sur un point, sur un élément important. À mon avis, c'est cela qui représente le compromis, donc la décision, le compromis à retrouver entre l'autonomie et la compétitivité. Je pense que trop souvent, l'attention se concentre sur l'autonomie. Et c'est à cause de cela que le soutien social, le débat par rapport à certains projets devient compliqué, malgré l'importance tout à fait évidente de ces projets. J'aimerais faire quelques réflexions qui sont importantes à mon sens et j'aimerais partager avec vous un certain nombre d'exemples. Premier point, l'absence de données sûres, certaines. Je prendrai un exemple très concret. Euronext est le premier marché européen des actions. En termes de taille, de dimension, environ 10 à 12 milliards d'actions passent par Euronext, environ le double par rapport à la bourse de Londres et 3 fois plus que la bourse allemande, troisième opérateur du marché. Eh bien, combien d'entre vous savent qu'un jour de trading d'Apple a la même valeur que le marché d'Euronext dans son ensemble? Une journée seulement de trading d'une action a la même valeur que le trading d'Euronext. Je dis cela parce que lorsque nous lisons ou nous participons au débat sur l'opportunité de partager les liquidités pour créer l'union des marchés financiers, eh bien, plusieurs sont ceux qui sont plus favorables à l'autonomie, le manque d'importance par rapport à la mise en commun et à l'importance, l'influence. Et c'est une donnée importante, à mon avis. Autre exemple, vous avez sûrement entendu dire très souvent que la bourse italienne a été rachetée par une entreprise française. Eh bien, rien de plus faux. Euronext est une entreprise européenne. Premier contributeur en termes de chiffre d'affaires, c'est la bourse italienne. Et le premier contributeur en termes de professionnalisme, c'est la bourse italienne. Alors, si Euronext doit être caractérisé, Euronext est une entreprise italienne, ce qui serait tout aussi faux. Euronext est une entreprise européenne. Le CEO est français. CFO, c'est moi-même. Au niveau du groupe, je suis italien, pas depuis un an, mais depuis les 6 dernières années. Le chef du service juridique est une femme hollandaise extraordinaire. Le chef de la technologie est portugais. Alors, nous avons obtenu des succès remarquables. Deuxième point, la sécurité en tant que... le sens d'estime en soi, d'assurance de soi. Souvent, nous sommes prêts à aller rechercher, à utiliser Google, le moteur de recherche Google, à utiliser notre iPhone. Par contre, nous avons tout de suite un peu de suspicion lorsque nous menons des projets avec nos voisins d'à côté, le voisin de palier. C'est un autre exemple très important, à mon avis. Il faut rééquilibrer notre sensibilité et se faire confiance les uns les autres de façon tout à fait transparente. La première bourse était européenne, pas américaine.
la première banque était européenne, pas américaine. Alors s'il y a un message à lancer, un message concret de mon point de vue, c'est le suivant. Si nous voulons des champions européens, essayons de nous faire confiance davantage et d'avoir plus de confiance en nous-mêmes. Troisième élément, la réglementation. À mon avis, c'est ce qui se passe déjà dans d'autres systèmes hors Europe. Lorsque l'on envisage l'adoption de nouvelles réglementations, on mène des essais de compétitivité, c'est-à-dire qu'on essaye de calculer quels sont les gagnants ou les perdants par rapport aux nouveaux textes. Eh bien, cela ne se fait pas en Europe. Souvent, on s'aperçoit à la fin du processus que nous ne sommes pas les gagnants, nous ne sommes pas ceux qui obtiennent quelque chose de ce changement. Et c'est une idée que nous essayons de pousser, de porter de façon très concrète, sans coût. Cela pourrait nous éviter des surprises qui arrivent parfois. Après cette première réflexion, je passe à la véritable question. Que pouvons-nous faire en tant qu'Euronext pour aider ce processus? Ce que nous avons fait, nous avons investi 6 milliards d'euros pour partager, mettre en commun la liquidité. C'est un grand avantage parce que cela permettra aux entreprises européennes financées à partir des plans dont nous avons parlé aujourd'hui de ne pas devoir s'en aller aux États-Unis ou en Asie, créer de la valeur à l'extérieur des pays dans lesquels ces ressources ont été investies. Nous avons à cet effet créé un programme Tech Leaders. Tech Leaders regroupe 108 entreprises aujourd'hui, dont une vingtaine sont italiennes, qui représentent environ 1000 milliards de capitalisation. Et c'est en fait tout ce que la technologie a de mieux à offrir en Europe. C'est-à-dire qu'il y a une alternative. Une alternative existe au marché des capitaux américains. Et pour ces sociétés, nous offrons une série d'avantages. Le premier, nous nous efforçons d'accroître leur visibilité, de créer des investissements, des instruments, des indices permettant aux investisseurs d'investir dans un tech européen. Nous créons des programmes au niveau européen pour améliorer leur visibilité, le networking, pour accroître leur croissance, pour stimuler la croissance. Il s'agit d'entreprises sélectionnées sur la base de leur activité, de leur taille et de leur croissance. Donc des entreprises de qualité, et l'objectif est très clair. L'objectif étant de faire en sorte que les prochaines licornes qui verront le jour en Italie ou en France auront la possibilité de porter des projets communs en France et en Italie. Donc, j'ai voulu partager ces réflexions avec vous. Je vous invite à investir sur les données. Avez-vous jamais essayé de faire un régime, de vous mettre un régime alimentaire sans avoir de balance? C'est très difficile. Un jour, vous verrez plus gros, un jour plus mince. Alors, avec les données, les réflexions et les choix seront des choix plus réfléchis, plus averdis. Et si nous avons confiance en nous, eh bien, nous avons tous les instruments qu'il faut pour accroître notre compétitivité en mettant les ressources en commun. Tout seul, il est difficile d'aboutir. Merci. Alors, avant tout, j'aimerais remercier M. Modica, qui a évoqué un point très important, c'est-à-dire relations interculturelles, l'importance des RIFI et des relations interculturelles, des RIFI, parce que nous sommes nés pour cette raison, pour réunir, pour regrouper tous les entrepreneurs, les opérateurs qui ont envie de travailler ensemble pour établir un climat de confiance. Les dîners que nous organisons sur cette magnifique terrasse du Palais Farnèse contribuent à cela, car pour avoir confiance, pour se faire confiance, il faut se connaître d'abord. Donc c'est un élément fondamental des RIFI et des forums que nous organisons. Monsieur Gozzi a souligné le même aspect, car lorsque nous allons vers l'autre plein de préjugés, eh bien la barrière est immédiate. Et effectivement, dans la deuxième table ronde, nous essaierons de créer des binômes, c'est-à-dire de montrer comment les entreprises françaises et italiennes ont déjà beaucoup de projets en commun. Donc nous allons passer la parole à tout le monde, aux uns et aux autres, pour montrer que cette activité existe déjà. Elle est fort peu connue d'ailleurs parce que la presse parle sûrement des préjugés, des idées préconçues, chacun attaque comme il peut. Donc la France achète toutes les entreprises du luxe italien. Ce n'est pas vrai, ce sont les entreprises italiennes qui vendent aux Français
ou à d'autres. Donc c'est le préjugé qui attire l'attention, qui accroche, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la réalité. Je tenais à préciser ce point avant de passer la parole à Monsieur Bonfiglio, CEO de Gaia X, autre association extraordinaire qui regroupe tous les opérateurs du cloud européen. Et je lui donne volontiers la parole pour comprendre comment cette organisation très importante peut nous aider à identifier des champions franco-italiens à la base et européens à la suite. Merci, merci Monsieur le Président. Eh bien, avant tout pour l'invitation et merci à tous les participants. Je remercie tous les participants, Monsieur Gozzi, Monsieur le ministre, Monsieur le sous-secrétaire. J'ai écouté avec beaucoup d'attention tous les intervenants. Je ne sais pas si tout le monde connaît Gaia X. J'espère que vous allez tous bientôt la connaître dans les prochains mois. Autrement, dans la négative, je devrais changer d'emploi, car je fais de mon mieux pour diffuser non pas le verbe, mais plutôt la nécessité de changer. J'aimerais rebondir sur un certain nombre de points qui ont été évoqués. Je suis un peu raide parce que vraiment mon cou s'est bloqué. Ce n'est pas une attitude snob ou excès de snobisme. En tout cas, j'ai saisi un ou deux points qui m'ont paru fort intéressants, évoqués par Monsieur le ministre Pierret. Réduire les incertitudes, c'est ce que vous avez dit. Et ensuite, la coopération, la collaboration sur le plan industriel. Autant d'exigences très importantes. Donc, il faut réduire les incertitudes et renforcer, activer une collaboration au plan industriel. Eh bien, à mon sens, ces deux phrases reprennent l'idée de l'objectif de Gaia X. Tous ceux qui nous connaissent pensent qu'il s'agit d'un projet technologique, ce qui est vrai, mais tout le monde l'a bien dit. Aujourd'hui, nous ne nous en rendons peut-être pas compte, mais nous parlons de digital, de numérique. C'est-à-dire que l'avenir, et ce sont les propos du ministre Le Maire, avec qui j'ai participé à l'inauguration du semestre de présidence française du Conseil européen, eh bien, les propos de Bruno Le Maire étaient les suivants. Il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté numérique. Nous savons tous que la souveraineté est un mot qui ne s'applique pas à la technologie. L'autonomie technologique, le contrôle de la technologie, bien sûr. Mais aujourd'hui, la politique s'est rendue compte que les plateformes qui gèrent pas simplement l'automatisation de nos processus, parce que là, c'est une conception dépassée de la technologie. Aujourd'hui, les plateformes qui traitent les données sont de véritables régulateurs, de facto. C'est-à-dire, les plateformes contrôlent nos données et appliquent des règles. Et si ces règles sont des règles de nature privée, c'est-à-dire établies par des opérateurs privés, eh bien, nous sommes assujettis aux régulateurs privés. Nous sommes des objets de la volonté des régulateurs privés. C'est une conception très claire pour toutes les institutions européennes et pour les États membres. Et je pense que la France, et d'ailleurs, je me réjouis d'être ici aujourd'hui parce que Gaia X est une association issue d'une initiative franco-allemande au départ. Aujourd'hui, elle regroupe plus de 20 pays, pas simplement européens, mais la France, dès le départ, a joué un rôle majeur. Eh bien, la France aujourd'hui, en Europe, occupe une place de leadership et chef de file. Elle a une force de représentation, y compris pour ce qui est des messages que j'essaye de faire passer de façon plus humble. Mais j'entends relayer ces messages de façon très forte et claire par le président de la République française, par Bruno Le Maire, par les autorités françaises, et suivi de près de l'Italie, de l'Allemagne et des grands pays. Bon, quelques mots, très simplement. Qu'est-ce que Gaia X? Gaia X est un projet gouvernemental franco-allemand qui voit le jour en 2019. Macron, Merkel, avec Peter Altmaier et Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Ils décident de se réapproprier le contrôle de l'économie. Je parle des ministères de l'économie et du développement économique de ces pays, en créant une souveraineté numérique. Donc, en fait, l'idée étant de créer un cloud national qui est devenu franco-allemand et ensuite européen, parce que tous les pays européens se sont dit, nous voulons la même chose. Mais c'est pour cette raison qu'il a été décidé de passer d'un projet gouvernemental à une association internationale à but non lucratif. Voilà donc Gaia X, qui est le produit de l'idée de deux présidents, de deux ministères très clairvoyants par rapport aux effets sur l'économie du numérique. En 2019, le plan européen n'avait pas été lancé, donc c'était vraiment une idée pionnière.
Et ensuite, le choix de devenir une association internationale est un choix d'ouverture vers l'extérieur, à tous, parce que l'association, d'une part, s'efforce d'établir de nouvelles normes pour des infrastructures technologiques qui soient transparentes, pouvant être gérées et interopérables. Parce que, faute de ces caractéristiques, il est impossible de maîtriser la technologie. Et faute de possibilités d'interopérabilité, il est impossible de procéder à l'échange des données dont nous avons parlé. Et puis, autre réflexion importante, cet échange est à la base de l'avenir et de notre survie. D'un autre côté, l'association applique ces normes dans un cadre de logiciel qui est mis à disposition open source à tous ceux qui souhaitent l'adopter. Donc, c'est une action perturbatrice, pas simplement en théorie, mais c'est une boîte à penser, c'est un think tank, mais nous concrétisons aussi nos initiatives en partant de la base de 22 membres fondateurs, 11 Français, 11 Allemands, qui représentent les principales entreprises françaises et allemandes utilisateurs et fournisseurs de technologies. Pour la France, BNP, le président Mounari vous a parlé tout à l'heure. Nous avons Atos, Caisse des dépôts, entre autres. Donc, les principales entreprises dans tous les secteurs. Technologie et non technologie. Et pour l'Italie, c'est pareil. Unicredit, Intesa, Enel, Eni et j'en passe. Aujourd'hui, nous comptons 350 membres. 350 membres, donc à une représentation très, très importante de ce que nous appelons la voie du marché. C'est une association entièrement privée qui n'obtient aucun financement, subvention ou don des institutions publiques, qui vit grâce aux cotisations de ses membres. Et ce, pour une raison. Nous souhaitons être crédibles et porter nos idées. Donc, d'un côté, un projet technologique et d'un autre côté, quelques chiffres. Première donnée, comme le sous-secrétaire Tabak l'a bien dit, c'est une opportunité unique que nous avons aujourd'hui parce que je dis toujours la même phrase. Si quelqu'un m'avait dit il y a 3 ans que l'Europe investirait 750 milliards dans un plan de relance, dont 150 milliards minimum dans le secteur numérique, dont l'Italie toucherait 30%, eh bien, j'aurais rigolé, j'aurais éclaté de rire. Par contre, c'est la réalité aujourd'hui. L'Italie et la France, aujourd'hui, bénéficient d'une part énorme des fonds de redressement. Et pour le numérique, M. Tabak, il a dit 20%, soit 150 milliards sur 750 milliards, 50 milliards pour l'Italie. Eh bien, en fait, ce n'est que la pointe de l'iceberg parce que tous les secteurs pris en compte par la réforme ont une base numérique ou une composante numérique. Mais essayons de voir où nous sommes. Quelle est la réalité aujourd'hui à laquelle nous sommes confrontés? Pourquoi sommes-nous l'otage de technologies que nous ne pouvons pas maîtriser? Pas parce que nous ne pouvons pas produire de la technologie. Il n'y a pas d'écart technologique, il n'y a pas de lacune, de retard. C'est l'Europe qui a breveté, inventé toutes les technologies qui sont à la base des plateformes de données que nous avons aujourd'hui. Il faut le savoir, il faut s'en rendre compte. Il y a plutôt des lacunes au niveau du marché provoquées par une déréglementation totale qui a permis aux grands acteurs d'obtenir une valeur immense en stockant, en mettant dans leurs entrepôts les données qui représentent une valeur aujourd'hui. Forte de cette prise de conscience, l'Europe a réagi à compter de 2018 par l'adoption de réglementations très solides qui, par contre, ont provoqué l'effet inverse, donc en posant des barrières, des contraintes. Aujourd'hui, la situation est plus floue. La réglementation est en train d'être ajustée et d'atténuer les limites qui ont fait obstacle à la croissance. Le GDPR, 4% du chiffre d'affaires pour des raisons qui sont perdus pour des raisons difficiles à gérer en amont, eh bien souvent ce GDPR pose des obstacles à la transformation numérique, alors que les données, le Digital Market Act, Digital Service Act, toutes les lois, toutes les mesures élaborées et adoptées par l'Europe, eh bien ces mesures essayent d'éclaircir la situation et lancent un signal très fort aux opérateurs privés. Comme quoi ils doivent changer d'approche. D'un autre côté, il faut se rendre compte de la situation. On parlait de capitalisation des entreprises européennes productrices de technologie. Bon, données de 2020. La capitalisation de marché des entreprises cotées à la bourse, entreprises qui offrent des plateformes de données. Donc, 76% du marché est aux États-Unis avec environ 20 à 25 opérateurs. Et l'Europe, 4% à peine.
ce n'est pas vraiment la part de marché, mais c'est en proportion. Voilà la situation de départ. Le niveau d'adoption du cloud en Europe est à moins de 20%. Il ne faut pas faire de confusion entre les plateformes de collaboration, mail et la visioconférence. Les données industrielles sont cachées. 80% de nos applications dans nos bases de données sont legacy, donc ne sont pas dans le cloud. Pas parce que les entreprises n'ont pas compris qu'il faut le faire, mais parce qu'elles ne font pas confiance aux plateformes existantes. Dernière donnée, l'avenir de l'économie numérique, ce sont des données Eurostat 2025, pas dans 10 ans, 1 trillion de volume de marché européen pour ce qui est des plateformes données. Par contre, les économistes disent qu'entre 50 et 60% de press-to-market de produits et de services sera directement créé, formé à partir des données. J'achète une voiture électrique et je la paie plus cher, pas parce qu'elle coûte plus cher pour la fabriquer, mais parce que la valeur perçue est plus importante. Mais là, nous avons une dépendance totale des plateformes de données dès maintenant. Au cours des 3 prochaines années, cette transition doit avoir lieu. On n'a pas de temps à perdre. J'invite 80% des participants sont déjà des membres et ont déjà adhéré. Mais j'espère que 100% de vous vont adhérer à ce projet qui, cette année, commencera à porter ses premiers fruits, donc en novembre à Paris. Je vous donne rendez-vous car je serai heureux de présenter les premiers résultats de notre projet. Merci. Merci, Francesco. Avant de conclure, je tiens à signaler qu'il y a vraiment une interdépendance de tous ces réseaux, car tous nos intervenants, nos partenaires ont adhéré à Euronext, à GaiaX, à IREFI. Alors, une fois de plus, je souligne qu'il y a vraiment une communauté d'intention et je remercie Francesco pour d'abord avoir accepté notre invitation et je le remercie pour cette intervention fort intéressante et nous allons sûrement suivre de près GaiaX et nous nous rendrons à Paris pour cette occasion. D'intention, c'est IREFI, naturellement, et aussi une volonté d'être très concret et d'avancer très concrètement. Alors, cher Monsieur Santo Borsellino, la parole du dernier intervenant dans une table ronde est toujours très contrainte, parce qu'on est les derniers, les autres ont involontairement, et on les en remercie, dépassé. Mais vous n'êtes pas contraint de rentrer avec le chausse-pied dans le temps qui vous était imparti au départ. Prenez toute votre liberté et tout votre temps parce que votre intervention est très importante et on vous en remercie. Merci. Allora, innanzitutto, Avant tout, bonjour et merci. Merci de m'avoir invité. Je remercie l'ambassadeur et Maître Romano, qui maintenant a fait de moi un habitué, parce qu'en 2019, nous étions ici et nous discutions de convergence entre l'Italie et la France. Alors, je vais parler de l'ouverture du marché. Nous sommes donc l'élément de Generali qui s'occupe de l'investissement dans l'actif, donc au sein du groupe, mais pas simplement au sein de ce groupe. Nous avons aussi l'habitude d'acquérir des clients à l'extérieur du groupe. Alors, je vous propose de partir du marché. Je suis tout à fait d'accord avec l'intervention du président de BNL. Le scénario macroéconomique et du marché est un scénario qui s'annonce complexe et difficile. Nous sortons de 2 ans de pandémie qui ont vraiment mis à l'épreuve notre coexistence. Là, je parle en termes de société nationale et européenne. Et nous sommes toujours éberlués, ahuris. Je ne trouve pas d'autres mots pour décrire le sentiment que j'éprouve face à la guerre qui, à nouveau, touche notre continent après tout ce que nous avons fait en termes d'espoir et d'investissement intellectuel pour essayer de ne plus jamais laisser que des guerres éclatent dans notre continent. Eh bien, tout cela nous remet à un scénario macroéconomique et de marché très difficile. Volatilité. Plusieurs d'entre nous pensaient ne plus avoir à compter avec un monstre bizarre qu'on appelle inflation. Je vois que plusieurs
ici dans cette salle ont les cheveux blancs comme moi et ils savent ce que c'est que avoir à gérer une fortune, un patrimoine et gérer une entreprise aussi dans des périodes d'inflation. Mais je tiens à vous dire aussi que plusieurs des personnes avec qui je travaille, mes gestionnaires, ont moins de 30 ans. Et eux, par contre, n'ont pas l'habitude de voir à l'écran de Bloomberg ces graphiques. Donc, ils pensaient que le graphique des taux d'intérêt ne suivait qu'une direction, n'allait que dans un sens. Alors, ces scénarios provoquent deux effets importants. Le premier, les banques centrales seront mises à l'essai pour ce qui est de leur crédibilité. Deuxième point, les industries, notre secteur de l'épargne gérée est interpellé car nous devrons donner des réponses aux demandes de protection qui nous parviennent de nos clients. Alors, voici le contexte du marché. Très rapidement, je vais passer en revue trois éléments liés au traité du Quirinal. D'abord, un élément lié à l'aspect macroéconomique et aux relations franco-italiennes. Deuxième élément, ce que moi, j'entrevois en termes de réflexion politique et industrielle à l'issue du traité du Quirinal et comment nos actions peuvent se rattacher à cela. Et troisième réflexion, il faut passer d'une coopération late stage à une coopération early stage, donc une coopération précoce entre la France et l'Italie. Bon, j'en viens au premier aspect. Je ne vais pas trop m'attarder sur le point du partenariat franco-italien, qui est extrêmement important sur le plan économique. Nous savons que nos échanges sont très riches, en hausse, ne cessent de croître. L'Italie reste le deuxième client de la France, troisième fournisseur. La balance commerciale est positive pour l'Italie en termes financiers. Sûrement, la France, par contre, a un leadership très important. Et là, je vois une fonction très importante du partenariat, car la France, effectivement, a plus l'habitude à créer des champions nationaux et à les transformer en champions internationaux. Ce qui a aidé, c'est en fait le changement, le passage à une autre dimension de beaucoup d'entreprises italiennes qui, par contre, sont plutôt habituées à la taille petite et moyenne, ce qui a déjà été rappelé. Je vois des éléments toujours positifs d'appui au développement économique, surtout par nos entreprises. Il existe encore un cadre de politique fiscale qui sont convenables. Les politiques monétaires qui devront gérer l'inflation ont testé des instruments autrefois non orthodoxes de politique monétaire. Puis il y a les investissements de Next Generation EU. Un certain nombre d'analystes estiment en 13 trillions la capacité globale de finances liée au développement numérique et de transition écologique. Le gouvernement Draghi, je le dis en tant qu'observateur externe, je prévois que malgré les litiges d'une coalition, mais cela relève de l'essence même d'un gouvernement, mais il paraît que personne ne voudrait maintenant interrompre un gouvernement qui a travaillé très bien et qui nous a fait sortir d'une période vraiment très différente. Mais si on considère le risque premium equity sur l'Italie, on doit reconnaître qu'on a atteint le niveau maximum depuis 2008. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le marché nous dit que l'Italie a bénéficié d'importants instruments de soutien au niveau européen
Et dans le cadre politique aussi, beaucoup a été fait. Mais dès qu'on reste sans oxygène, l'Italie commencera à connaître une diminution de la croissance par rapport à ses partenaires européens. Voilà pourquoi ce que tu disais, je m'excuse de tutoyer, est très important, à savoir les réformes institutionnelles. À mon avis, ces éléments et les réformes qui sont liées au plan de relance italien sont essentiels pour faire en sorte que le marché regagne leur confiance à moyen et à long terme. Deuxième élément, il faut se poser la question de savoir quelles sont les politiques industrielles ressortant du traité du Quirinal. Moi, j'ai mon interprétation et il me paraît que le thème des secteurs stratégiques par rapport aux secteurs non stratégiques est revenu en vogue. Cela n'est pas dit de façon claire et nette dans les plans de relance, mais on a retenu les sujets liés à cela dans le traité du Quirinal. La cybersécurité, l'intelligence artificielle, le climat, l'environnement, la transition écologique, la transition numérique. Ce sont tous des éléments clés. En décembre 21, le président Macron et le président Draghi ont écrit un article sur Financial Times pour rappeler la nécessité de réviser le pacte de stabilité de croissance. Le maire proposa de renverser les deux termes et de l'appeler de croissance et de stabilité, en mettant l'accent sur l'importance du soutien à la croissance comme pilier et comme élément même plus important que la durabilité et la rigueur fiscale. À mon avis, cela veut dire trois choses. Tout d'abord, créer une Capital Market Union, donc une union réelle des marchés de capitaux dans lequel les investisseurs institutionnels de type retail sont de plus en plus présents. Et il est important ce que nous, en tant qu'acteurs privés, pouvons faire. Il faut continuer à investir dans la transition énergétique, ce qui est possible grâce à un mélange d'investissements publics et privés, et la souveraineté technologique. Là-dessus, la réglementation, à savoir l'encadrement réglementaire pour protéger la vie privée des citoyens, tout en permettant la création et le développement de champions au niveau européen, est très important. Mardi, j'ai dîné à Bruxelles avec le PDG de Edufisma et nous avons parlé de le European Long-Term Investment Fund, l'ELTIF. C'est un fonds qui n'a jamais décollé, mais sur lequel l'Union européenne essaye de faire tout ce qui est possible pour essayer d'utiliser les dépôts bancaires qui ont un rendement modeste, voire négatif, pour les canaliser vers des investissements en économie réelle, en permettant ainsi aux entreprises d'avoir un débouché de financement ultérieur en plus du financement bancaire traditionnel. Et là-dessus, à mon avis, des pas en avant importants sont franchis. Nous, en tant que Banca Generali, nous avons plusieurs produits, mais je sais qu'il y a plusieurs acteurs sur le marché qui attendent une définition de ces enjeux pour développer leurs propres produits. En lisant le texte du traité du Quirinal, il me paraît qu'un accent particulier ait été mis sur l'éducation et donc sur les jeunes.
Nous savons que l'échange entre l'Italie et la France fonctionne très bien et je dirais que la dynamique marche vraiment très bien, donc il ne faudrait pas toucher ça. Mais à mon avis, ce qu'il faudrait réviser, c'est un renversement des sujets. Au lieu de prévoir des coopérations ex post, en aval, des processus industriels, il faudrait commencer à coopérer en amont quand il faut sortir des idées. On a rappelé qu'il est important de continuer de développer des opportunités pour les jeunes afin qu'ils puissent travailler quand ils sont en train de se former dans les universités et par le biais du CNR, du Centre national de recherche français et italien, mettre en place des projets de recherche afin que les universités, les venture capital et les private equity qui sont affamés d'opportunités puissent coopérer et travailler ensemble pour créer nos futurs champions nationaux. Et là, je m'arrête car je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je dirais que Generali est un acteur présent tant en Italie qu'en France d'une manière importante. Nous avons environ 40% de nos actifs investis en Italie et en France. L'année dernière, nous avons investi 5 milliards entre obligations, actions dans ces deux pays. Donc, pour nous, il est important de continuer d'être présents et nous ne ferons manquer notre participation convaincue. Merci. Je crois en effet que l'union des marchés de capitaux est la prochaine étape absolument indispensable pour que tout ce qui a été dit à cette tribune et par les différents intervenants devienne réalité. Il y a un sentiment que je voudrais vous faire partager avant que nous soyons au break café. Nous avons presque tenu l'horaire et donc Fabrizio est très satisfait. C'est un sentiment très personnel. Il y a une culture commune forte entre l'Italie et la France. Notre culture vient de plusieurs siècles de convergence, de partage de la conception du monde. Il ne faut pas laisser perdre cela et le meilleur moyen de l'enrichir et de le tourner au profit de toute l'Europe et dans un processus d'unification de l'Europe, c'est vraiment de partager politiquement, avec un P majuscule au mot politique, les objectifs communs. Le Quirinal est une des démonstrations. Le traité franco-allemand, il y a plusieurs dizaines d'années, a été, vous le rappeliez, monsieur le député, le point de départ de tout ce processus. Mais moi, je suis personnellement très heureux de voir que la période que nous avons connue dans les années 2018 est maintenant révolue. Et si j'osais, vous me le pardonnerez en tant qu'ancien homme politique, dire que l'accord entre messieurs Macron et Draghi est un accord culturel au-delà de l'accord politique tout à fait fondamental. Nous sentons tous ici que nous avons dépassé la période où votre vie politique ne permettait pas le développement de cette culture commune et de cette économie convergente. Nous avons, nous, il y a quelques jours, connu une période difficile et nous n'en sommes pas encore sortis, mais ce qui nous en fera sortir dans la période politique française, ce qui nous fera sortir de la difficulté, c'est cette vision du futur qui est nécessairement une vision de plus en plus européenne, portée par des États qui ont aussi, et naturellement, principalement par des entreprises et des banques, mais portée aussi par un fleuve politique qui est celui du partage politique de la vision du futur. Et je pense que Macron et Draghi sont deux, comme d'autres avant, y compris en Italie, sont deux hommes qui
montre que cette vision commune permet de transcender toutes les difficultés que nous avons évoquées également et qui résultent de notre situation économique antérieure. Donc, nous partageons cela et aujourd'hui, c'est presque un jour de fête de l'esprit européen, de l'esprit de Dante et de l'esprit de Victor Hugo. Voilà, bravo. Merci. Bravo, oui, merci. Merci Christian pour cette analyse politique. Avant d'aller, nous allons 2 minutes avant de partir pour rejoindre le coffee break. Volevo innanzitutto ringraziare i nostri partner che hanno. Je tiens à remercier nos partenaires qui ont permis cet événement. Je ne saurais les mentionner tous maintenant, mais vous pouvez les lire car ils figurent sur nos programmes. Je remercie Classe Editori qui a rédigé un article, un très bel article, et vous allez le trouver dans la salle à côté. Nous avons donné accès à l'appli que vous pouvez télécharger de Google Play et de Apple, et vous allez retrouver le code QR pour avoir accès à la partie réservée contenant plusieurs informations. Maintenant, nous avons une pause café de 30 minutes, donc je vous invite à rentrer ici dans la salle dans 30 minutes pour continuer notre débat. Je remercie nos intervenants, je remercie aussi le ministre.